Well, welcome everyone. It's a pleasure to be here. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie d'être venu. C'est pas facile cette nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons, mais pour moi, toute situation difficile, je vois ça comme des opportunités que peu de personnes ont la volonté et vraiment le backbone de pouvoir prendre avantage. Une petite introduction sur moi. Je m'appelle Patrick Kedzura. Je suis à la fois entrepreneur et coach et investisseur dans des startups, principalement dans mes startups où je suis fondateur. Je suis à la fois français-américain, mais je suis plutôt new-yorkais. Donc, je suis très direct, no bullshit. C'est les résultats qui comptent et donc je crois que c'est un bon départ pour se mettre à l'international parce que une fois qu'on part de son pays, on commence à rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles façons de parler, de penser et d'agir. Donc je travaille beaucoup avec divers clients, TechnoWest, la Banque mondiale. Je travaille aussi beaucoup avec au Vietnam en les aidant à développer leur écosystème. En même temps, je fais partie de plusieurs groupes d'investisseurs. Je suis vraiment dans le grand milieu des startups, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc, pourquoi penser à aller vraiment à l'international pendant ces moments si difficiles? C'est parce qu'il y a plein de boîtes qui ont commencé pendant des périodes hyper difficiles. Apple, Microsoft, Twilio, Amazon. C'était pas le Covid, mais c'était des situations économiques où l'économie n'était pas brillante, mais ça n'a pas empêché ces boîtes à se dire on a une idée, on fonce, on va continuer. Cette période de difficulté ne va pas durer, ce n'est pas une chose qui va durer 100 ans, c'est une chose qui va durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et éventuellement, nous, on va être dans la position d'avoir une partie du marché qui est gagnante. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le Covid qu'il faut dire non, c'est maintenant qu'il faut prendre l'opportunité. Donc, tout le monde s'est un peu mis comme ces pangolins, se sont mis dans une petite boule et il faut sortir, il faut se dérouler et sortir de son trou parce que si vous ne le faites pas, je vous garantis qu'il y a une autre boîte quelque part au monde qui est en train de le faire parce qu'eux, ils s'en foutent. Donc, il faut sortir, il faut aller dans votre bateau, il faut monter les voiles et il faut aller directement à l'international pour développer votre affaire. Et pour moi, l'international, ce n'est pas le pays d'à côté, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. C'est des marchés intéressants, ça. Et des gros marchés, des grosses opportunités. Les États-Unis, 340 millions d'habitants. Tout le monde parle la même langue, c'est le même système légal, etc. La Chine, l'Inde, les pays du Moyen-Orient. Il y a des énormes opportunités et c'est là où il faut vraiment essayer de voir comment vous pouvez profiter de ces énormes marchés. Donc, comment s'internationaliser pendant ce temps de Covid? Nous avons développé une méthodologie et nous avons un focus sur certains thèmes et ces thèmes, nous les regroupons dans un programme. Donc, les thèmes, comment naviguer ce parcours. Nous allons vous aider à faire naviguer ce parcours dans un processus. Comment est-ce que vous pouvez vendre pendant cette période de Covid? Les gens sont là, ils ne vont pas au bureau, ils sont à la maison. En effet, c'est un peu plus facile de connecter avec eux. C'est mon expérience là dans les dernières semaines.
j'ai commencé à récupérer de nouveaux clients. Ce n'est pas le moment de dire non, je reste à la maison et je regarde la télé ou je bricole ou je fais quelque chose. Non, c'est absolument ridicule. Vos clients, eux, c'est bien possible qu'ils sont peut-être dans la restauration, la construction ou dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, etc. Eux, ils ont des impacts énormes. Comment s'adapter à leurs besoins et comment essayer de travailler avec eux pendant cette période. Vendre de la maison, c'est pas pareil. Hein. Je vous assure, je suis complètement habillé. Hein. Mais faut vraiment s'adapter et être prêt à vendre d'une manière à distance. Et si vous avez réussissez vraiment à pouvoir faire ça, vous allez avoir un succès. Il faut utiliser, bien entendu, les méthodes existantes pour se vendre, Zoom et LinkedIn ou des autres réseaux, même Facebook, Twitter et aussi un très bon réseau pour connecter avec des gens. Et comment faire ce networking ces jours-ci? Hein, c'est très possible. Récemment, je recherchais des experts dans le domaine de la surgerie à distance et j'ai contacté 5-6 personnes qui étaient vraiment des grands experts et c'était la méthode de les contacter qui m'a permis d'avoir ce contact immédiat qui a eu des très bons résultats pour moi. Et le fundraising, si vous pensez que l'argent n'existe plus, c'est bien le contraire. Il n'y a jamais eu plus d'argent dans le monde. Jérémy va vous décrire leur succès qu'ils ont eu là récemment pendant cette crise de santé. Les investisseurs, eux, ils n'ont pas arrêté. Il y a toutes les activités de levée de fonds sont maintenant sur l'Internet et il faut s'adapter à faire des présentations virtuelles, à faire du networking virtuel. Cela n'a pas arrêté. Et donc, nous avons pris tous ces thèmes et nous les organisons dans un programme qui a un focus très customized, qui est vraiment qui va vous permettre à vos boîtes individuelles d'avoir un plan d'attaque. Il y a plusieurs étapes, du one-on-one où on commence à vous connaître, des workshops virtuels qu'on fait en 2 fois, 2 demi-journées, comme ça c'est 3 heures une journée, 3 heures une autre journée. Ensuite, on a des regional experts qui viennent nous rejoindre pour parler de la Chine, de l'Amérique latine, de l'Inde, de MENA. Moi, bien entendu, je vous parle continuellement à travers le programme des États-Unis. Ensuite, nous allons travailler du one-on-one avec vous pour faire votre plan. C'est vous qui allez le faire et nous allons vous aider à le faire. Et ensuite, on sera là pour, si vous avez vous plantez ou vous avez quelques difficultés, vous pouvez toujours nous rejoindre et puis on peut toujours faire un coup de fil en vitesse. Mais on a l'intention d'avoir du follow-up, de one-on-one, quelques mois après pour voir où vous en êtes. Parce que c'est bien de se rejoindre comme ça pendant quelques moments, mais s'il n'y a pas d'action, vous n'allez pas y arriver. Donc, il y a du one-on-one au début. Ensuite, il y a du workshop sur les thématiques que je viens de vous présenter. Il y a aussi les experts régionaux qui vont nous rejoindre. Nous allons vous aider one-on-one à améliorer votre plan et le mettre en action. Et puis ensuite, nous allons vous faire un autre one-on-one pour voir où vous en êtes et puis qu'est-ce qui a besoin d'être adapté. Donc, c'est la thématique, c'est notre programme. Vraiment, il ne faut pas faire le pangolin. C'est aujourd'hui qu'il faut attaquer le marché parce que personne d'autre attend que les choses vont aller être mieux dans 1 an. Si vous attendez, vous allez perdre 1 an. Hein, et donc, c'est la pire des choses.
Je laisse la parole à Jérémy qui a eu un succès pour moi qui est absolument sensationnel. Ils sont pris d'une manière très très intelligente et donc Jérémy a participé au dernier workshop qu'on a fait l'année dernière. Jérémy? Oui, c'est bon, tout le monde m'entend? Oui, Super. Donc effectivement, merci Patrick. On a fait le workshop l'année dernière où on commençait à vouloir attaquer le marché US. En fait, on est une boîte franco-américaine parce que mon associé habite aux États-Unis, donc on avait déjà un pied sur place, mais on savait pas encore vraiment comment s'y prendre parce qu'on est tous les deux français quand même et tous les deux issus de la technique. Donc le fundraising et les sales, ça c'était pas trop notre truc à la base. Donc le bootcamp, déjà ce que ça nous a apporté au tout début, c'était de comprendre mieux le marché américain, la façon dont pensent les Américains et comment on doit s'adresser à eux. On a travaillé pas mal les pitchs avec Patrick, EasyEd, sur comment présenter notre boîte et comment les persuader d'investir chez nous et d'acheter notre produit. On a pas mal focusé sur la partie fundraising parce que c'était là-dessus euh, qu'on voulait démarrer l'année dernière. On démarrait la levée de fonds en fait. L'objectif était de lever 2 millions et d'ailleurs on a réussi à lever 2 millions. Ça nous a pris en tout on a commencé activement en septembre et on a terminé là en juin. Donc ça nous a pris quand même 9 mois au total de travail sur la partie levée de fonds. On a levé la totalité avec des fonds américains et quelques angels. La démarche, ça a été de trouver très vite des investisseurs des petits investisseurs au début, des business angels, pour avoir une espèce de garantie pour montrer qu'il y avait des gens qui étaient intéressés dans le projet et essayer de persuader ensuite des plus gros. Donc on a rassemblé assez vite 200 000 300 000 dollars avec des petits investisseurs qui ont mis entre 10 et 50 000. Au début, un peu de la famille, ensuite des connaissances aux US qui étaient des business angels. Et là, on est allé voir des plus gros fonds qui étaient capables de mettre jusqu'à 1 million de dollars. Et on a réussi à en persuader un fin d'année dernière de mettre 800 000, ce qui nous a fait clôturer le premier million de dollars. Tout ça, on a été aussi aidé par le fait, en fait, on a besoin pas mal de garanties, c'est-à-dire de montrer qu'on était sérieux et que les gens étaient et que la team était sérieuse. Et donc on a rejoint des programmes aussi aux États-Unis d'accélération qui ont fait un peu un rôle de STEM, de tampon, de validation. On a rejoint Startix, qui est un accélérateur de Stanford. Et début d'année, on a rejoint Y Combinator, qui est un accélérateur de la Silicon Valley qui est assez connu, notamment par les business angels et des investisseurs, et qui nous a permis un peu de faciliter la démarche. Sur la fin de notre levée de fonds, on était en plein Covid, puisque du coup, c'était février-mars où on essayait de lever notre deuxième million de dollars. Et là, ça a été, du coup, on a eu un peu peur au début en se disant que bon, ça allait être un peu compliqué de persuader des investisseurs, mais ce que disait Patrick est très juste. Hein, il y a toujours autant d'argent, les fonds ont toujours autant d'argent. Ils ont même en fait besoin de dépenser leur argent puisque c'est leur objectif de l'année, c'est d'investir dans X boîtes, d'investir X millions de dollars, et donc ils doivent le faire. Ils ont eux aussi des investisseurs à qui ils doivent rendre des comptes. Et donc il y a toujours autant d'investisseurs et il faut aller les voir, il faut les rencontrer. Le fait qu'il y ait Covid, en fait, nous, ça nous a pratiquement facilité la tâche en réalité, parce qu'on a pu voir beaucoup d'investisseurs d'un coup. On a fait 200 meetings en 2 mois, un peu moins de 2 mois, avec 200 fonds d'investissement. On les a juste tous vus, quoi. On a fait la méthode brute force et l'avantage de faire de la visio, c'est qu'on peut les voir. En fait, on faisait des meetings de 30 minutes et on les mettait à la suite toute la journée. Et ça me permet vraiment de faire beaucoup de meetings dans la journée, de les voir tous et d'arriver à en persuader au moins un d'investir dans le boîte. C'est quand même un jeu de nombre.
l'investissement, c'est qu'il faut voir beaucoup de boîtes, beaucoup de fonds, il faut en persuader un ou deux d'arriver à investir chez vous et c'est suffisant, souvent, puisqu'ils arrivent à mettre des chèques suffisamment grands. Je vois ta question, Marc. Du coup, oui, en quoi le bootcamp m'a aidé sur le plan de financement? En fait, on a beaucoup bossé le pitch, la façon de présenter et comment, en fait, au début, disons qu'on ne s'adresse pas à des Américains comme on s'adresse à des Français. Et mon pitch de base était quand même évidemment très français dans l'approche, pas assez direct. C'est évidemment, il faut évidemment s'adapter à chaque région. En pitcher aux US, c'est complètement différent de pitcher en France, de pitcher en Chine. Donc, on a beaucoup travaillé ça avec Patrick, comment organiser le pitch, comment présenter les choses de manière à ce que ça soit quelque chose de familier pour eux, parce qu'un investisseur, en fait, il va passer, vous allez faire un call de 15, 20, 30 minutes. Si au bout de 10 minutes, il ne sait pas, ou même au bout de 5 minutes, il ne sait pas exactement ce que vous faites, c'est fini, quoi. C'est plié dans les premières minutes. Il va avoir décidé s'il investit chez vous ou pas. Donc, il faut que ça soit extrêmement familier. Donc, il faut quand même se rapprocher de ce qu'ils connaissent en termes de pitch, en termes de structure, de comment présenter les choses. Donc, ça, on a travaillé ça avec Patrick et Zied sur voilà, comment présenter tout ça et comment structurer notre offre et notre présentation et même la façon dont on présente nos produits en fait. Puisque nous, on fait des modèles d'intelligence artificielle, donc ça peut s'appliquer à absolument n'importe quoi tant qu'il y a une corrélation avec la météo. Donc, on peut prédire à la fois la production d'énergie renouvelable, du trafic, de l'optimisation de trajectoire aérienne, de bateaux, de camions. On peut faire plein de choses, la supply chain. Mais pour notre levée de fonds, on a décidé de se focaliser sur un aspect. C'est-à-dire que là, on a focalisé essentiellement sur supply chain parce que montrer à un investisseur qu'on peut tout faire, ça l'aide pas vraiment à prendre une décision. Donc, on s'est focalisé sur un use case très précis en montrant des chiffres sur ce qu'on pouvait faire gagner, la taille du marché, si possible en milliards, hein, sinon ça les intéresse pas vraiment, et voir ce que nous on pouvait faire, combien on pouvait rapporter, etc. Bravo, un chapeau, Jérémy, à toi et ton partenaire. C'est vraiment Merci. c'est beau ça. C'est vraiment beau. Jérémy, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi de se faire financer aux USA? Alors, pour deux raisons. Déjà parce qu'on avait quelques contacts de business angel et de fonds aux US avec mon associé. Donc, on en connaissait quelques-uns. Ça nous a permis un peu de nous tester au début. Mon associé est un ancien de chez Google. Du coup, il connaissait les gens qui gèrent le fonds d'investissement de Google. On était allé les voir pour un peu comprendre comment ça marche, etc. Donc, on avait un premier pied dans l'investissement qu'on n'avait pas en France. Et la raison principale, c'est qu'il y a plus d'argent et que c'est plus facile. Donc, comme on va vers les solutions les plus faciles, aux US, il est quand même plus aisé de lever 2 millions de dollars qu'en France. On ne les lève pas au même stage de développement, c'est-à-dire que là, nous, c'est un seed, c'est-à-dire que c'est de l'amorçage. En France, un seed, si vous arrivez à avoir 300, 500 000, c'est déjà le bout du monde. Donc, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Aux US, un seed, c'est entre 1 et 3 millions. Une série A, ça va être autour de 10 millions. Donc, c'est pas du tout les mêmes montants. Donc, l'avantage pour nous, c'est qu'on a réussi à lever beaucoup d'argent relativement vite aux US et qu'on va pouvoir embaucher en France et se développer au rythme où on a envie, quoi. Il y a aussi quelques d'autres avantages, non seulement qu'il y a plus d'argent, mais pour un projet comme le projet de Jérémy, qui est un projet d'un point de vue technique un peu difficile à comprendre, faut avoir une compréhension de l'impact que Frog Labs pourrait avoir dans le marché. Et je trouve, d'après les conversations que j'ai eues ici en Europe avec les business angels et les VCs, ils sont un peu bornés, franchement. Et donc, Ben, en fait, ils sont plus habitués aux États-Unis également parce qu'ils ont beaucoup de boîtes de tech, ils investissent beaucoup dans de la tech et ils savent très bien le potentiel. Et en fait, il y a aussi des portes de sortie pour eux parce qu'un investisseur, il n'investit pas pour le plaisir, il a quand même, il cherche la porte de sortie, combien il va pouvoir revendre la boîte, combien il va pouvoir revendre ses parts plus tard. Et c'est vrai qu'il y a un marché de la revente de start-up qui est quand même beaucoup plus actif aux US qu'en France sur la partie tech.
Donc, c'est plus facile pour nous de lever aussi aux États-Unis pour ça. Pour moi, les États-Unis sont assez faciles à comprendre. The business of America is business. That's it. Donc, si vous avez des doutes d'aller aux États-Unis, je dirais même en Chine, c'est la même mentalité. Tout le monde y est pour faire du fric. Et donc, ils s'en foutent que vous êtes français ou allemand ou espagnol, que vous parlez anglais. Oui, ça c'est vrai. Ils s'en foutent complètement. Un accent, ils vont vous taquiner. Franchement, ils vont en profiter. C'est même un sport, surtout les Américains qui adorent taquiner les Français, mais ils adorent la France, ils adorent la culture française. Et puis surtout, comme la plupart ne parlent pas une deuxième langue, ils sont assez quand même tolérants sur le fait qu'on ne parle pas un anglais parfait. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de parler cette langue. Je vois qu'il y a une question sur les contreparties. Sur la levée de fonds, oui, évidemment, il y a des contreparties. Alors, la première, c'est qu'on a mis la maison mère de la boîte aux US. Évidemment, comme on lève l'argent aux États-Unis, il faut que la propriété intellectuelle de la boîte soit aux États-Unis. Là, c'est la garantie pour les investisseurs parce qu'ils investissent sur une boîte américaine. Donc, on a créé une boîte, une entité aux États-Unis et l'argent est arrivé sur l'entité américaine. Ils ne savent pas faire d'investissement sur des boîtes françaises. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ils ne savent pas faire. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, ils ne connaissent pas, ça leur fait peur, donc ils ne font pas. Il y a des exceptions, hein. Il y a certaines boîtes qui ont réussi à lever, mais je pense plus en Series A qu'en seed. Les autres contreparties, donc ils vont avoir des parts de la boîte. La façon dont ça se passe sur du site, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des SAFE, donc des Simple Agreement for Future Equity. C'est un document qui dit qu'ils auront un certain nombre de parts au moment où on va faire une levée de fonds, au moment où on va générer des actions. Donc on ne crée pas directement des actions pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, même si nous on a levé 2 millions, il n'y a personne d'autre que mon associé et moi qui est des parts de la boîte. Personne d'autre qui a des votes de la boîte. Ils ont uniquement un droit un droit à avoir des actions la prochaine fois que l'on lève. Pourquoi on fait ça? Pourquoi toutes les startups font ça? C'est parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher en frais d'avocat. Aux US, il y a aussi un truc, c'est que tout est régi par les avocats qui sont très, très forts et ont réussi à mettre tout sous verrou. Donc, dès que vous créez des actions, il faut un avocat et ça coûte quand même assez cher. Donc, pour pas passer 10% de votre levée de fonds dans des frais d'avocat, ce qu'ont fait les startups, c'est qu'ils ont créé un document standard qui s'appelle la SAFE, qui permet de faire ça très facilement. Le SAFE, c'est 1 ou 2 pages. Il y a différentes variations sur SAFE, mais c'est un document standard. C'est vraiment 1 ou 2 pages. Tout le monde les connaît. Tous les investisseurs connaissent ce genre de documents. Ils n'ont aucun problème à signer ça. Ouais, exactement. C'est en gros très proche des obligations convertibles en France, sauf que c'est pas vraiment des obligations. Mais dans le fonctionnement, ça ressemble à ça. Et là, Jérémy et son partenaire, ils faisaient une levée de fonds. Eux, leur marché, une grande partie de leur marché va être aux États-Unis parce que c'est des grosses solutions qu'ils recherchent. Jérémy et Frog Labs va vraiment permettre à des grosses boîtes de sauver énormément d'argent et de diminuer leurs frais. Mais ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui a besoin de faire une levée de fonds, c'est aussi pour s'internationaliser. Est-ce que vous avez un produit qui peut se vendre à une échelle importante, hein? Et donc, il faut s'adapter, faut attaquer et le marché. Et comme Jérémy l'a dit, eux, on a travaillé avec eux pour que ils formulent l'offre qu'ils faisaient à la clientèle américaine, que ce soit c'était la même technologie, mais l'offre avait besoin d'être mis dans un contexte avec plus de wow, hein, beaucoup plus de wow. Et donc, quand on va dans un pays, quand on va aux États-Unis en particulier, faut vraiment pouvoir vendre rapidement, hein. Si un Américain vous dit get to the point, ça veut dire que vous parlez trop. Donc, on commence avec la conclusion, il faut vendre, et s'ils sont intéressés, ils vont vous dire tell me more, dites-moi en plus. C'est vraiment très direct, hein. C'est pas besoin d'être
de connaître le client, de connaître l'investisseur. Si vous avez vraiment quelque chose d'intéressant à vendre, ils vont vous parler. Et ça peut aller assez vite, enfin, pour donner un peu une idée sur les cycles, sur les fonds d'investissement, mais sur des petits chèques, nous on a des chèques en 20 minutes, littéralement. C'est-à-dire, on fait un call avec la personne, je l'ai jamais vu de ma vie, il est intéressé, 20 minutes plus tard, il fait le virement sur mon compte bancaire. Fin d'histoire. Et ça va très, 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 très vite. Sur les plus gros chèques, sur des chèques de 100 à 800 000, ça prend un peu plus de temps, mais entre le moment où on a vu le fonds pour la première fois et le moment où on a eu l'argent sur notre compte, il s'est passé, je dirais, 3 semaines ou un mois, et on a fait peut-être 5 ou 6 meetings avec eux max. L'expression aux États-Unis, Welcome to America. Vraiment, On est en train d'apprendre plein d'expressions. dans le contexte européen, c'est dingue, ce genre de réaction. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Bien, bah, merci Jérémy pour ce témoignage et je Avec propose plaisir. c'est une illustration, je dirais, d'une des réussites qui était issue. Donc, cette façon où tu as été accompagné lors du bootcamp pour structurer ta proposition de valeur et avoir une notion de l'approche du marché américain qui a été particulièrement expliquée et coachée par Patrick et Zied qui étaient là lors du premier bootcamp. Alors, l'idée pour nous, c'est de faire bénéficier de ce type d'expérience à des entreprises que l'on a dans nos différentes technopoles. Donc, aujourd'hui, c'est une formule que l'on a mis au point, donc, que Patrick vous a présenté tout à l'heure avec une séquence donc, qui contient une première partie online en one-to-one, c'est-à-dire que Patrick Zied feront la connaissance de votre entreprise ou des entreprises qui viendront donc en amont d'un workshop d'une demi-journée en version digitale, malheureusement, parce qu'on voulait la faire en présentiel à Poitiers et à Bordeaux, une demi-journée à Poitiers, une demi-journée à Bordeaux. On splittera le groupe en deux groupes, deux sous-groupes de 4 à 5 entreprises maximum pour que cette séquence collective, il y ait quand même une notion de groupe, d'échange qui nous paraît essentielle. Elle sera suivie ensuite par 4 à 5 webinaires d'environ 1 heure, 1h30 par des experts internationaux, comme des zones qu'a précisé Patrick, et sera donc ensuite à nouveau suivi de séquences de coaching en mode individuel, Patrick Zied avec l'entreprise pour finaliser ce plan d'action de développement à l'international que vous voulez bâtir et qu'il faudra finaliser et s'assurer ensuite d'une mise en œuvre de ces actions avec une dernière séquence à froid, quelques temps après, où Patrick et Zied reprendront contact avec vous pour cette séquence d'analyse des résultats obtenus ou des difficultés pour pouvoir réorienter le cas échéant le plan d'action qui a été construit avec les entreprises. La séquence en termes de timing va se dérouler. On identifie les entreprises candidates jusqu'à la fin du mois et on doit démarrer la première semaine de décembre avec le jeudi, vendredi 3 et 4, la première version workshop en demi-journée. Donc, courant, on va dire la deuxième quinzaine de novembre, les entretiens individuels des entreprises qui auront manifesté leur intérêt, qui se seront inscrites, commenceront avec Patrick et Zied. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur les modalités financières pour les startups? Le reste à charge pour la startup sera de 600 € par entreprise pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Okay, et nous avons une jauge limite qui se situe entre 8 et 10 entreprises au total pour cet accompagnement. Comme on est dans les chiffres, sachez que les 600 € ne représentent qu'une partie de ce coût. Les deux autres tiers sont pris en charge par une subvention régionale complétée par des
de financement des technopoles du programme Sirena Startup version 1 qui complète le financement pour que ce reste à charge de 600 € soit relativement faible pour les entreprises participantes. Donc, il n'y a pas trop de temps à perdre. Les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, vous avez manifesté un intérêt. Confirmez-moi votre souhait d'y participer. À partir de là, je vous enverrai des éléments pour acter de votre engagement et ensuite on démarrera de suite. Comme on est l'avantage du digital, c'est qu'on n'a pas forcément les notions de planning aussi serrées. On n'est pas obligé de le faire à tel jour, on peut se le faire à tel moment de disponibilité. Et c'est aussi ça l'avantage du digital. Des questions, je vous propose une petite séquence de questions-réponses et puis ensuite on vous laissera aller déjeuner. Marc, moi j'en ai une question. Oui. Bon, toi tu connais le projet, nous on fait des robots, donc on a un temps de développement R&D qui est long. On voit qu'on a appris par Patrick qu'aux États-Unis on vendait très vite, peut-être trop vite du coup pour certaines boîtes. Est-ce qu'il faut à combien de temps, on va dire, de l'industrialisation il faut être pour que le programme soit le plus enfin, est-ce qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine en gros ou est-ce qu'il faut y aller maintenant? Toi qui connais le projet. C'est Alice ou je ne sais pas. Oui, c'est Alice. Alice, oui. Ouais, ouais. Alors, ravi de faire ta connaissance, Alice. Il y a différentes méthodes que vous pouvez vous y prendre, toi et ton équipe. You can do pre-sales. Hein, ce n'est pas nécessairement des ventes aujourd'hui. Vous allez y aller aujourd'hui dans le marché, que ce soit les États-Unis ou je ne sais pas si vous avez ciblé peut-être un autre pays, mais vous êtes en train de développer quelque chose qui, il me semble, a un potentiel global. La première chose à faire, c'est aller parler à vos clients potentiels. Vous n'allez pas attendre un an pour aller parler à votre client pour apprendre dans un an que le client dit non, vous savez, moi je préfère une solution robotique qui est carrée, et vous me proposez quelque chose qui est rectangulaire, non, ça ne me plaît pas. Donc c'est mieux de savoir ça aujourd'hui, commencer à avoir des contacts avec la clientèle, de travailler avec eux, comme ça vous pouvez faire non seulement pouvoir découvrir et améliorer votre produit aujourd'hui, mais aussi de pouvoir adapter votre produit au marché que vous ciblez. Et avec ces conversations, non seulement avec des conversations potentiellement avec des clients, mais aussi avec des investisseurs, ça va vous permettre que quand vous êtes vraiment, le produit est finalisé, les clients potentiels disent ah ouais c'est super, je vous passe une commande ou on fait un pilote avec vous, ils sont prêts. Et les investisseurs ils vont dire ah, tiens vous nous avez dit que vous allez faire ça dans tel et tel temps, vous avez une exécution qui était bien forte, on n'était pas prêt de faire quelque chose aujourd'hui, d'investir dans votre boîte, mais aujourd'hui, maintenant que vous avez quelque chose de réel, que vous avez un pilote, que vous avez quelques contrats en main ou des contrats conditionnels, on est prêt. Donc, c'est tout un... comment ça se dit you're laying the groundwork. Vous préparez le terrain pour aller à l'international. Si vous attendez un an, vous avez un an de retard. All right. Zied, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick et Jérémy qui a fait Y Combinator. Enfin, le deuxième truc qu'on leur dit, c'est aller parler aux clients. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec ça. C'est vrai que certaines startups auront des cycles de vente qui sont plus longs, donc raison de plus de s'y prendre à l'avance. Donc voilà, si on attend, on décale quoi. Et en termes d'investissement, il faut savoir que quand vous commencez une discussion
avec un investisseur, enfin, le cas de la robotique, il est un peu spécial, mais un investisseur veut voir que que vous faites du progrès. Donc, c'est vrai que Jérémy a eu euh, enfin, a eu de la facilité, mais il a quand même passé 9 mois à parler à des investisseurs et donc il faut toujours s'y prendre à l'avance pour le commercial et pour l'investissement. Euh, et il faut démontrer qu'on est capable de faire du progrès. Un follow-up à un investisseur après 1 mois ou 2 mois où vous dites que vous avez un LOI avec un client, ça compte beaucoup. 2 mois après, vous avez votre prototype. Ça montre votre capacité d'exécution parce que le pitch, c'est OK, c'est ce que vous promettez, mais la progression, c'est la démonstration de votre capacité à exécuter. It's all about execution. Hein? Vous pouvez avoir une super équipe, mais une équipe qui ne fout rien, elle vaut rien. Dans cette approche de l'international, on sait très bien qu'on a des degrés de maturité des entreprises qui sont différents. Et effectivement, on pourrait supposer que l'approche internationale et dans ce qu'on est familier à avoir en France, c'est toujours une approche où on dit faisons d'abord notre marché intérieur, faisons notre marché européen. Et encore, ça, c'est déjà une deuxième condition qui n'est pas toujours réunie. Et après, on verra plus tard. Nous, on fait le constat qu'aujourd'hui, on est très peu de Français exportateurs. Donc, si on veut continuer avec cette même approche, on ne changera pas la donne. Donc, ce qu'on prend comme parti dans le programme Sirena, c'est de dire intégrons la dimension internationale dès le démarrage de votre entreprise, dès le départ, votre proposition de valeur, rien que la configuration de votre robot. Si on va sur le marché américain, on a l'électricité, ce n'est pas la même tension, ce n'est pas la même fréquence. Rien que techniquement, vous avez déjà des adaptations qui seront nécessaires pour juste faire fonctionner votre robot sur le marché américain. C'est une dimension qu'il faut prendre en considération. Et plutôt, j'ai discuté avec Virginie tout à l'heure, on parle de certification de ces produits à l'échelle internationale. Si on n'a pas anticipé tous ces éléments-là dès le départ, on n'a pas amorcé correctement notre proposition de valeur et on va se retrouver dans le gué et on va perdre 2 ans jusqu'à ce qu'on adapte son produit pour pouvoir être en capacité de commercialiser à l'échelle internationale. Donc, on n'a pas, à vrai dire, de schéma préexistant et de pression à ce que vous soyez déjà en capacité de vendre sur étagère ou pas. Le tout, c'est que vous ayez identifié que votre marché, il est global, il est mondial et que vous vouliez simplement vous préparer à ce que quand vous développez votre proposition, vous ayez intégré ces dimensions internationales dans les différentes phases où vous êtes, l'incubation, le développement, l'accélération, le financement, bref. C'est comme ça qu'il faut approcher. Donc, à la question d'Alice, la réponse est toujours, voilà, it's time to go, c'est toujours le moment. Certains vous diront non, mais attention, là, tu vas un peu trop vite, il faut bien préparer. C'est occidental, c'est très français. Les Américains, c'est fait et on adaptera le produit après, on verra bien. Il ne faut pas cocher toutes les cases pour faire les choses là-bas. On fait d'abord les choses et après on verra si on n'est pas conforme, on se réajuste. C'est ça, Patrick, non? Et si je... Absolument, absolument. Avant que, moi, j'espère que vous allez nous rejoindre fin novembre, début décembre, parce que s'il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, à moi et Zied, de vous aider à vous internationaliser. Il ne faut pas croire que mon français, il n'est pas trop mal, mais I'm an American. I just, it's just the way that I think, and I'm a New Yorker on top of it. So it's an extremely different way of thinking compared to Europe. Et je crois que c'est important parce que ça vous amène vraiment un autre aperçu. Et ça, si c'est en effet le marché, que ce soit le marché américain ou chinois ou quoi que ce soit, vous allez rencontrer une nouvelle façon de penser et d'agir et que c'est vraiment un très bon début
pour vous et votre boîte de participer à ce programme. Donc, on sera vraiment ravis de vous aider. Ça nous a fait un énorme plaisir de travailler avec les boîtes dans le premier workshop, la boîte de Jérémy, de Frog Labs. C'était un vrai plaisir de voir comment ils ont évolué et puis le succès qu'ils ont eu surtout. C'était une satisfaction personnelle et professionnelle énorme pour nous. Et si je peux rajouter un point, enfin, par rapport à ce que Marc disait, enfin, moi, mon approche à l'internationalisation, c'est il faut trouver ceux qui ont le plus besoin de votre produit, hein, et ceux qui sont des innovators et des early adopters. Et, euh, et généralement, les early adopters, ils se trouvent alors ça dépend de l'industrie, mais ils vont se trouver à la Silicon Valley, à New York, à Los Angeles. Donc, y aller, progresser géographiquement autour de soi n'est pas la bonne. Pour les startups, c'est pas forcément la bonne approche. Donc, il faut regarder la carte mondiale et se dire, les Américains maintenant, ils ont une problématique d'automatisation. Ils veulent être moins dépendants de la Chine. Ils investissent beaucoup dans les robots. Ils n'ont pas peur d'innover, ils n'attendent pas que les Espagnols l'adoptent pour qu'ils valident ça. Donc, et donc ça va déterminer la priorité en termes de marché. Avant que tout le monde disparaisse, si tout le monde pouvait peut-être allumer vos caméras et qu'on fasse un screen capture, comme ça on peut mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce serait une bonne façon de faire un peu plus de promotion. Patrick, j'ai une question aussi. Dis-nous juste tes experts internationaux. Qui sont ces 5 pays? C'est des gens qui sont sur place? C'est des gens, ils sont où ces experts? Il y a tout le monde est virtuel maintenant. Alors, l'expert de l'Amérique latine était au Brésil, mais il vient de déménager en Espagne parce que pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il est bien au soleil maintenant. Notre expert pour MENA, Middle East North Africa, a vécu une grande partie de sa vie au Liban et à Dubaï. Il est basé près de Nice. Et donc, c'est un bon endroit où vivre. La personne qui va nous présenter sur la Chine est une femme chinoise qui habite à Paris. Puis quoi d'autre? L'Inde, c'est un partenaire à moi dans d'autres affaires que je fais, qui est basé à Bangalore en Inde. Donc, on va amener ces différents experts pour amener leurs expertises et leurs expériences d'une manière c'est une expérience très personnelle. Puis on va peut-être voir pour peut-être avoir une ou deux autres personnes qui vont nous rejoindre, soit un investisseur VC de Silicon Valley, ou soit quelqu'un qui gère une assez grande entreprise aux États-Unis pour donner un aperçu de comment gérer une boîte qui fabrique quelque chose là-bas. C'est tout à fait différent qu'en France. Une fois qu'on a une quantité d'ouvriers, c'est pas comme si il y a pas de syndicats comme il y a en France et en Europe. Et il y a d'autres problématiques, donc je crois que ce serait aussi intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui nous rejoint. Donc, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous avez des interrogations? Est-ce que c'est clair? Il faut des précisions supplémentaires? Je vois Virginie qui a envie de parler. Tu as ton micro qui est coupé. Ok. Voilà. Non, je voulais connaître le temps, en fait, l'amplitude du temps entre décembre et c'est quoi? C'est 2-3 mois le coaching? il y a le coaching qui se fait avant le workshop. Ouais. Hein, donc ça,
on peut se faire ça avec on va passer 1 heure plus ou moins avec chaque startup. Ensuite, il y a les workshops qui est divisé en 2 parts de 3 heures chacune. Ensuite, il y a du one-on-one suivi la semaine d'après ou peut-être 10 jours après, qui est un one-on-one de plus ou moins 1 heure. Et ensuite, il y a le one-on-one qui est suivi peut-être 2 ou 3 mois après pour voir où vous en êtes et comment est-ce que on pourrait vous aider pour améliorer votre parcours. Ok, très bien. Ça me convient. Et puis en plus, après le workshop où il y aura les intervenants avec une expertise géographique. Oui, ah oui. Ouais. Très bien. Ok. Merci. Donc, pour les startups, vous êtes inscrits. Comme je vous l'ai dit, manifestez-vous auprès de votre technopole ou de moi pour confirmer votre participation et qu'on commence rapidement. Pour les structures d'accompagnement qui n'ont pas forcément aujourd'hui d'entreprise présente, sachez que vous avez un peu les modalités. On va diffuser ce replay. Vous pourrez vous en servir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus de précision. Et l'objectif, c'est de finir, d'arriver à avoir une liste de startups finalisées pour, on va dire, au maximum le 18-19 novembre pour qu'on puisse démarrer de suite les one-on-one sessions. Voilà. OK? Merci à vous tous et toutes. Ouais. Euh, Bye bye. Bonne journée. Have a nice day. Et stay safe. Hein? Stay safe. Absolutely. Okay. All right. Allez, merci, au revoir. Au revoir, merci, à bientôt. Bye.